Bonjour, donc nous allons continuer dans euh, cette série de petits cours sur comment prescrire un traitement psychotrope. Nous sommes dans la deuxième partie. Je vous rappelle que l'objectif de ces diaporamas, c'est surtout de vous donner une petite caisse à outils pour essayer de prescrire au mieux la prescription, les médicaments psychotropes, qui sont très fréquemment prescrits et pour lesquels souvent les cliniciens sont un peu désemparés, et les patients aussi d'ailleurs. Alors, je rappelle, la prescription d'un médicament, c'est quelque chose qui a à voir avec la relation médecin-patient et ça ne peut pas être envisagé en dehors des contraintes et des réalités de l'entourage et de la société. Bien évidemment, toute cette affaire de prescription, c'est quelque chose qui a à voir dans une relation qui est une relation de confiance entre un prescripteur euh, qui est un praticien, médecin généraliste ou psychiatre le plus souvent, et un usager et son entourage. Et c'est un psychotrope, c'est-à-dire un médicament qui permet d'améliorer ou de prendre conscience de certaines potentialités ou de choses qu'on a en soi. Alors quand même, il faut bien avoir en tête que les médicaments psychotropes, qui sont antipsychotiques, stabilisateurs d'humeur ou antidépresseurs, sont des médicaments qu'on pourrait juger comme puissants, car, je le répète, la plupart d'entre eux sont des médicaments qui au départ sont issus soit de l'anesthésie, soit des traitements de la douleur, que l'on doit prendre sur de longues périodes et qui peuvent, même s'ils induisent dans la majorité des cas des effets bénéfiques, psychologiques et physiques, ils ont aussi la potentialité d'induire de nombreux effets indésirables qui doivent être absolument contrôlés et à chaque entretien, à chaque évaluation, on doit peser le bénéfice-risque entre la prescription de ces médicaments et les effets indésirables. La négociation, puisque c'est ça dont on parle lors de la prescription d'un médicament, elle doit tenir compte d'un certain nombre d'incertitudes, incertitudes quant au diagnostic, les réponses individuelles et aussi l'acceptabilité des patients. Toutefois, avec de l'apprentissage et de l'expérience, cette incertitude peut être diminuée et donc amener à une meilleure aide et une meilleure prise des médicaments, quand cela est nécessaire, bien sûr. Alors, on est dans le cadre de la relation médecin-patient. Actuellement, il y a un mot qui s'impose un peu partout qui s'appelle la décision médicale partagée. C'est pas propre à la psychiatrie. En médecine, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent dans le langage et qui, pour le champ de la psychiatrie, apparaît comme quelque chose d'assez nouveau, mais qui en fait renvoie à des pratiques que l'on connaît. Alors la décision médicale partagée, je vous renvoie bien évidemment à ce document de la HAS, qui définit un peu les grandes lignes. Et ce qui me semble important et qu'on va voir ici, après avoir vu un certain nombre de questions sur les croyances des professionnels qui me semblent très importantes avant de commencer à prescrire, on va s'attacher ici à la question du partage des informations médicales qui doivent surtout et principalement reposer au départ sur des preuves scientifiques. C'est un énorme débat, ça, dans notre spécialité et autour des questions des psychotropes. L'idée générale, c'est que finalement, toutes ces données, elles sont biaisées, c'est l'industrie pharmaceutique qui les produit, et finalement, on ne peut pas en dire grand-chose, on veut nous droguer, quoi, pour faire assez simple. Je ne partage pas tout à fait cet avis, et de toute façon, en médecine, il est toujours bon de se référer à un certain nombre d'éléments scientifiques et d'éléments de pratique reconnus et recommandés. Alors, quels sont les éléments de preuve scientifiques sur lesquels on peut se baser pour prescrire un médicament et plus particulièrement un médicament psychotrope? Il y en a un certain nombre, ce qu'on appelle des recommandations de pratique, qui peuvent être par exemple les recommandations de l'HAS, je vous donnerai un exemple, des conférences de consensus, des consensus d'experts ou des consensus de pairs aidants ou de personnes ayant eu affaire avec la psychiatrie, puis une mode un peu importante qui est la méta-analyse, dont on se réfère souvent pour essayer de tirer de nombreuses études publiées un certain nombre d'éléments qui permettent euh, de se faire une idée et d'avoir des preuves pour orienter les pratiques. Alors, ces recommandations, ces conférences de consensus et ces méta-analyses reposent soit sur des familles de médicaments, comme par exemple les thymorégulateurs ou les antipsychotiques, ou sur les grands troubles. Donc, on a deux portes d'entrée potentielles. C'est par exemple
recommandation de traitement pour l'état dépressif majeur ou recommandation de traitement pour la prescription des thymorégulateurs ou conférence de consensus sur la prise en charge des troubles schizophréniques. Je vais en donner quelques exemples pour essayer d'illustrer ceci. Bien évidemment, la première question de toutes ces données scientifiques, c'est les modèles et les modèles des troubles. Le modèle le plus couramment admis dans le champ de la psychiatrie, de la santé mentale, c'est le modèle qu'on appelle biopsychosocial. Bon, c'est un grand mot. Ça a une implication, par exemple, pour regarder actuellement l'état dépressif majeur, on admet, ou on suppose plutôt que l'état dépressif majeur est un état aigu qui peut être curable, dont on peut guérir donc, et qui a différentes phases. Sur ce tableau, ces différentes phases elles sont assez utiles dans la prescription des traitements, puisqu'elle va nous orienter sur, on est dans une prescription lors de la phase aiguë, qui est de 12 semaines, ou un traitement de continuation, ou un traitement de maintenance, le traitement de maintenance étant après 9 mois de prescription d'un médicament ou de prise en charge. Ça nous permettra, dans un certain nombre de circonstances, d'adapter nos stratégies thérapeutiques, et aussi, par exemple, lorsqu'on est à la phase de continuation, lorsqu'on a guéri ou qu'on s'est rétabli de l'épisode, donc c'est une vision épisodique des troubles, on pourra envisager l'arrêt ou l'interruption des traitements. C'est des schémas qui peuvent nous aider dans la pratique quotidienne et nous guider dans la durée de traitement, les modalités de prescription. Un autre élément sur ce schéma, qui est un élément très important, c'est comment on fait un diagnostic et comment on définit une guérison et un rétablissement. C'est très important, c'est à la fois la présence d'un certain nombre de symptômes et le retentissement fonctionnel de ces symptômes. Et ce sont l'amélioration du retentissement fonctionnel, un retour à un fonctionnement souhaitable pour la personne et la disparition de l'ensemble des symptômes qui ont permis le diagnostic qui nous permettront de dire que nous sommes en rémission ou en guérison. Alors je donne un exemple de recommandation, c'est celle de l'HAS dans l'état dépressif, caractérisé pour les soins de premier recours. Bon, alors, quelques mots rapides, la majorité des prescriptions des psychotropes sont faites par les médecins de première ligne ou les généralistes, et donc c'est pour eux que les recommandations doivent être les plus pratiques et les plus faciles à mettre en place. Dans ces recommandations sur l'état dépressif majeur, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, il faut être capable de faire un diagnostic et puis reconnaître l'intensité du trouble. Et enfin, c'est un élément très important, par exemple ici, face à un état dépressif majeur d'intensité légère, il n'est pas du tout obligatoire de prescrire un psychotrope. Ce qui renvoie à l'idée que la prescription des psychotropes face à une plainte ou même un trouble n'est pas une obligation ni une pratique systématique. La question se posant, quelles sont les alternatives au traitement psychotrope? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'appuie sur des pratiques validées ou pas? C'est un autre débat, mais je crois que c'est très important et que la référence aux travaux scientifiques ici doit être à chaque fois questionnée. Deuxième élément dans les recommandations, par exemple ici, c'est des recommandations qui sont des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques dans les troubles dépressifs et qui essayent de comparer ces traitements par rapport à un niveau d'efficacité. Alors vous pouvez voir par exemple que si on prend l'exercice dans l'état dépressif majeur, les publications vont d'un effet potentiel à un faible effet. Et si on prend par exemple les oméga 3, on est dans un effet qui est largement démontré. Donc, il y a des stratégies alternatives non médicamenteuses ou adjuvantes ou même principales lors des états dépressifs majeurs ou modérés. Et ces éléments de la littérature, ces éléments de revue, par exemple, peuvent nous aider à orienter le choix et la discussion qu'on peut avoir avec les patients. Dans les états dépressifs d'intensité sévère, on voit que ce qu'il est recommandé, c'est bien évidemment évaluer le risque suicidaire et la prescription d'antidépresseurs. Il y a un schéma de pratique qui va permettre de définir, après 4 à 8 semaines de traitement, ce qu'on appelle une rémission complète, c'est-à-dire une disparition totale des symptômes, une persistance ou une rémission partielle.
Ces recommandations nous ont intérêt quand on est dans le brouillard ou dans l'agitation des consultations ou des difficultés des patients pour nous servir de boussole et il n'est pas inutile de pouvoir s'y référer quand on est un peu désarçonné. Les recommandations, elles peuvent porter aussi sur des choses qui sont très importantes, sur par exemple les consensus et les recommandations pour le suivi et l'évaluation. Par exemple, dans cette recommandation et de cette conférence de consensus, qui est plutôt un consensus d'experts, il y a par exemple la nécessité ou pas de faire un électrocardiogramme qui est très fortement recommandé avec les antidépresseurs tricycliques, ou par exemple euh, le bilan hépatique qui pourrait être fait avec un certain nombre d'antidépresseurs ayant une potentialité et une toxicité hépatique. Et il est aussi référé le rythme souhaité, 6, 12 ou 24 semaines. Vous voyez, par exemple, on peut, comment dirais-je, recommander la prise de tension artérielle au monitoring avec des molécules comme la venlafaxine, les tricycliques ou les IMA. Donc ces recommandations, elles peuvent aussi nous aider dans les pratiques et dans la gestion des traitements et leurs effets secondaires. Alors ici, c'est des recommandations pour le trouble bipolaire. Cette recommandation, je la mets ici pour montrer comment on essaye dans certaines recommandations et guidelines de stratifier les niveaux de preuve. Les niveaux de preuve, elles peuvent aller de 1 à 4, comme ici. 1, c'est des méta-analyses, ou en tout cas un niveau de preuve très robuste avec des études contre placebo ou des études contrôlées, avec un nombre de patients suffisant. Donc ce sont, quand on a un niveau de preuve 1 dans ce type de guidelines, ce sont des données qui ont une robustesse scientifique et pour lesquelles on peut avoir une certaine confiance quant à la méthodologie utilisée pour les publications dans la littérature. Ces guidelines, elles vont orienter vers un certain nombre d'éléments de preuve pour la pratique. Alors voilà par exemple comment on pourrait, dans ces recommandations, utiliser les traitements pharmacologiques pour l'agitation. Vous voyez que ce qui est recommandé en première ligne, c'est un certain nombre de médicaments, l'aripiprazole, le lorazepam, la loxapine et l'olanzapine. La grande question, c'est qu'ici, on propose la voie IR, que la loxapine par voie inhalée à un niveau de preuve élevé. La question de la voie IM, c'est une question qui doit se poser en clinique, c'est-à-dire est-ce que l'IM est la formulation et la forme galénique la plus pratique pour traiter l'agitation. Donc vous voyez qu'il y a quand même parfois des écarts entre les niveaux de preuve des études scientifiques et les pratiques, mais malgré tout, on peut admettre que par exemple l'aripiprazole ou le lorazepam ou la loxapine ou le lorazepam sont des traitements de première ligne en fonction des habitudes, en fonction des besoins et en fonction des situations pour traiter un état d'agitation. Alors, deuxième élément, après avoir fait ce très rapide survol et essayer de vous montrer l'intérêt des recommandations, des guidelines ou des conférences de consensus, c'est comment on va partager et comment on va rendre accessibles ces données scientifiques. C'est un élément très important. Bon, alors il y a très nombreuses façons et il y a par exemple les flyers, les plaquettes, les sites, les forums de discussion. Il y a un élément très à la mode depuis un certain nombre d'années, c'est la psychoéducation qui mélange trois choses, des données euh, sur la maladie et le traitement, les données, des éléments de pratique pour la gestion des situations de crise, et puis enfin des éléments de gestion qui sont plutôt de l'ordre de la santé. Moi personnellement, je pense qu'il faut plutôt, dans le cadre de la prescription de médicaments, se mettre dans une optique d'éducation thérapeutique, ou en recours sur l'éducation thérapeutique, même si la psychoéducation, c'est malgré tout, pour un certain nombre de patients, un moyen de partager les données scientifiques et des données sur les conduites des traitements. Comment on va rendre ces données partageables? Eh bien, il faut aussi en informer l'ensemble des acteurs de soins et les partager avec l'ensemble des soignants, au sens très large, et dans une équipe ou dans un groupe de prescripteurs, et là, il convient de pouvoir partager un minimum et d'avoir un minimum de consensus sur les pratiques. Il n'y a rien de pire que de passer d'un prescripteur à l'autre et de se retrouver face à des avis divergents qui ne reposent d'ailleurs sur pas grand-chose, si ce n'est des avis personnels.
un énorme problème de la psychiatrie. Ça doit être partagé par l'ensemble des pères aidants et des familles. Là, c'est tout le savoir des pères aidants. Et puis ensuite, la nécessité absolue d'armer, entre guillemets, l'entourage d'un certain nombre de connaissances pour aider les personnes. Bon, les exemples, il y en a plein. Hein. Il y a Profamina la schizophrénie, toute la question des groupes d'autosupport, la psychoéducation faite par les pairs. Et puis, bien évidemment, ces données elles sont partagées en permanence lors des consultations par rapport aux préférences des patients et le suivi et la prévention, je le répète et on en reparlera après, c'est une négociation active et renouvelée, active sur les connaissances, active sur les données et puis active sur les préférences. Je vous donne ici des exemples qu'on peut trouver dans la littérature et qui sont très bien faits sur des guides ou des moyens d'information qu'on peut distribuer aux patients et aux familles. Chacun doit trouver un certain nombre d'éléments avec lesquels il se sent familier et confortable. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut demander et exiger des cliniciens prescripteurs d'un point de vue scientifique? On l'a déjà dit lors du dernier diaporama, toujours questionner leurs croyances à la lumière des expériences passées, présentes et futures. Bien évidemment, tenir à jour leurs connaissances, c'est très important. La formation continue et le retour aux données scientifiques me semble être un élément important. On ne vit pas dans un monde parallèle, à la fois sur les causes et les hypothèses et les mécanismes physiopathologiques dans les troubles mentaux et les efficacités des différentes approches thérapeutiques. Il convient bien sûr de se former aux approches thérapeutiques ayant fait la preuve de leur efficacité et puis surtout, bien sûr, faire le mieux pour chaque patient. Les recommandations, je le répète, c'est une boussole au milieu de la tempête, c'est un guide, mais chaque patient est unique. Il faudra parfois, c'est très compliqué que les patients rentrent dans des catégories. Si on étudie des personnes chez qui on a donné l'étiquette de trouble bipolaire, on se rend compte qu'il y a de très nombreuses comorbidités, de très nombreux facteurs sociaux. Donc là, c'est toute la négociation sur qu'est-ce qu'on va mettre en lumière et sur quoi on va travailler. On verra dans un autre diaporama. Bien évidemment, le jugement, l'intuition du clinicien est important au fur et à mesure de l'expérience, mais pas toujours. Et ce jugement et ces intuitions doivent quand même reposer sur des données et des éléments fondés de connaissances. Voilà mes liens d'intérêt pour 2019. A priori, j'en ai pas.